C'est c'est bon? Ok, c'est bon. Bonjour à tous. Voilà, c'est le comeback. Il est là actuellement aujourd'hui. Alors peut-être que vous êtes une personne qui nous écoute en live et vous vous demandez qu'est-ce qui se passe, bordel de merde. Pourquoi on voit pas ces personnes? Parce que c'est un podcast, c'est une émission radiophonique dans laquelle on va discuter cinéma pendant l'heure à venir et peut-être que vous regardez ça tranquillement chez vous 2 semaines après l'enregistrement fatidique et vous vous dites de quoi il parle. Et bien tout simplement de la nouvelle version de la perche sanguine. On a fait une pause, enfin j'ai surtout fait une pause parce que je bossais un peu comme un acharné sur des points qui me semblaient de moins en moins réellement utiles. Et j'ai voulu prendre un virage, j'ai voulu me reposer aussi, un petit peu peaufiner mes études. Et aujourd'hui, on se retrouve pour reparler de cinéma, enfin. On a 3 films avec, évidemment, ils sont toujours là, ils sont toujours présents. Les amis Urko et Ketchup. Voilà, applaudissez-les, s'il vous plaît. Salut, salut. Merci, applaudissez-nous. Applaudissez, merci. Bah oui, s'il vous plaît, merci, parce qu'ils sont quand même là ce soir à 22 h pour parler de 3 films loin d'être tout lisse, on va pas se mentir. On n'a pas choisi le programme le plus friendly du monde, hein, le plus Twitch friendly. D'ailleurs, j'ai revérifié les bandes annonces pour bien qu'il n'y ait pas de. Parce que du coup, il va falloir que je fasse gaffe à ça maintenant, qu'il n'y ait pas de sein ou de sexe apparent, parce que du coup, ça risque de me coûter ma chaîne, donc on va faire gaffe. Mais Ah ce n'est oui, pas c'est sûr, grave. mais ouais. Tu mets juste un mème, tu sais, tu mets juste un gif du film, c'est tout, quoi. Bon, je réfléchirai, mais du coup, pour parler un petit peu du programme de ce soir, nous avons 3 films sortis récemment, dont un sorti aujourd'hui, qu'on a pu découvrir Urko et moi. Le premier donc de cette émission sera Love Lies Bleeding, la nouvelle réalisation de la britannique Rose Glass, avec notamment Kristen Stewart. Puis on partira en France pour parler de la nouvelle comédie de Jean-Christophe Meurice, après Orange Sanguine, qui a, comme vous avez pu le voir, peut-être inspiré le nom de cette émission, je ne sais pas, avec Les Non. Pistolets en plastique, une comédie basée sur l'affaire Xavier Dupont-Ligonnès, rien que ça. Avant de repartir dans notre favori cinéma de genre français, avec le nouveau long métrage de Jérémy Clapin, réalisateur de J'ai perdu mon corps, ayant réalisé cette fois-ci Pendant ce temps sur Terre, un film live action, contrairement à J'ai perdu mon corps qui était un film d'animation. Bref, un joli petit programme que l'on vous propose du coup pour l'heure à suivre. Et on commence donc du coup avec le premier que j'ai cité, ça fait longtemps que j'avais pas dit ça, bordel. Du coup, là, le nouveau film de Rose Glass, j'ai nommé Love Lies Bleeding. You talked to your dad recently? Why? Give us a call. So where did you appear from? Oklahoma? I've never been anywhere but here. What were you doing with that big girl? Get a lot of crazy ass foreigners mostly. How's it going, guys? This here's Jackie. Hi. She needs a job. Says she'll do anything. Yeah, you like guns? Not really. What the fuck you doing here then? A bit more powerful than a punch, huh? Fuck yeah. Call me when it's done. What is this place? Huh? You don't understand. Get back in the car. They found a body. Looks like you've got your hands full. You'll regret this. We'll just need to fight back. I'm gonna tell them everything you ever did. FBI, open up. Are you threatening me? Yep. Well, that was really stupid, honey. I'll never fall in love, okay? Après
sorti cependant directement en VOD. Du coup, c'est quand même un petit événement, je pense, étant donné que Rose Glass avait marqué de Affaire Rouge, le cinéma de genre, notamment à Gérardmer, où elle avait remporté 4 prix. Elle revient sur avec une réalisation beaucoup plus hollywoodienne, avec un joli casting. En plus de Kristen Stewart, on retrouve Katie O'Brien et Ed Harris, Dave Franco ou encore Jenna Malone. Lou, gérante solitaire d'une salle de sport, tombe éperdument amoureuse de Jackie, une culturiste ambitieuse. Leur relation passionnée et explosive va les entraîner malgré elle dans une spirale de violence. Ketchup, du coup, toi qui n'as vu que ce film-là pour le programme, qu'est-ce que tu as pu penser de ce nouveau film de Rose Glass ? Écoute, moi, j'y allais un peu sceptique, tu vois, ne connaissant pas la réalisatrice, juste connaissant Kristen Stewart et Ed Harris, hein, quand même, à citer. Savoureux avec sa coupe de cheveux. Très texane. Hein, Ouais, Texan. toute texane, une sorte de mulet comme il peut faire là. Et tu vois, je me dis, je vais regarder ce film, je vais me foutre de la gueule de Kristen Stewart comme je le fais d'habitude, tu vois, en regardant les Twilight, même personnage Chopper aussi, j'aime pas sa performance et tout. Au début, j'y allais, tu vois, En même que temps, pour c'est elle, tu vois. Olivier Assayas. Si on est blague que Olivier Assayas, c'est un des pires réalisateurs actuels. Ceci est mon avis. Mais bref. Continue. Et puis en fait, j'ai été touché par mais le film d'abord, avant tout, je dirais que c'est quand même une histoire d'amour, tu vois. Et sur fond de sang, de violence, de tout ce que tu veux, tu vois. Mais j'ai été touché par l'alchimie entre ces deux actrices, Kristen Stewart et Katy O'Brien, où là, je trouve, tu vois, là, ça marche. Là, ça marche. Et enfin, on peut traiter, tu vois, on va traiter le film de woke, ce qu'il est, tu vois, un film lesbien, Si tu tu vois, mais reprends la définition de base qui est d'inclure des personnages de minorité, oui, maintenant, c'est pas juste woke là, pour être woke. Oui, le tout après, film autour de la relation lesbienne, quoi. c'est tout juste woke. Mais après, je dirais c'est woke. Si c'est une minorité, tu vois, tu peux parler du personnage. J'ai plus les noms des personnages. Oh là là, ça fait un petit moment que je l'ai vu. Plus les noms des Comme personnages. du synopsis, s'il te plaît. Lou et. Enfin bref, on s'en fout. On va les appeler Kristen et Lou Katie. Voilà. Stan et Cathy. Ouais. Ah ben, une bodybuildeuse aussi bien construite, t'en vois pas dans tous les films. Hein. Et je trouve, enfin vraiment dans ce film, comment elle filme les corps et tout. Enfin, tu sens que elle a de la passion pour ce qu'elle fait, Rose de Glace. Et enfin, moi, ce qui m'a le plus surpris dans le film, c'est toutes les trouvailles visuelles, tu vois, les jeux de lumière avec le rouge et tout. Encore, tu sais, le scénario il est excellent. Mais encore que tu vois, tu peux douter par rapport au personnage de Cathy O'Brien, en fait, c'est le personnage qui fait n'importe quoi, qui a fait avancer le scénario, mais qu'est-ce que c'est. Enfin, au final, tu vois, j'ai trouvé ça vraiment très touchant. Plus que violent, violent américain, j'ai trouvé que ce que je garde de cette histoire, c'est vraiment c'est l'amour, tu vois. C'est l'amour entre ces deux femmes. Ouais. Et ce qui m'a marqué aussi dans le film, c'est les scènes d'introduction des deux personnages principaux. T'as Kristen Stewart. La première scène, c'est on la voit juste récurer les chiottes, tu vois, juste laver les chiottes qui sont bouchées là dans sa salle de gym. Et Cathy O'Brien, tu la vois juste se faire baiser à l'arrière, sur la banquette arrière d'une C'est un film voiture. qui annonce la couleur J'avais du jamais départ. vu. Hein. Ça, on peut pas dire qu'on avait Dès été surpris. le Quoique, départ, on est. Ouais. Parce que c'est un film qui, quand même, Dès le je départ, pense, il faut le mettre en avant, qui a une structure qui va petit à petit se dérober vers le cinéma vraiment de genre. Au départ, on est vraiment sur un film qui va mélanger la romance, on peut le dire limite un peu d'exploitation. Hein. C'est un film qui, je pense, aurait vraiment et rentre vraiment en plus dans son contexte temporel, dans le jus de ces films des années 80, 90, 2000, qui vont un petit peu jouer sur des codes du romantisme, du cinéma romantique et romanesque, mais à destination d'un public queer. Et ici, il y a quand même je pense, une certaine actualisation, étant donné qu'on est quand même en 2024, de ces questions-là.
Et ce que j'aime beaucoup, c'est quand même le film va petit à petit vraiment tomber dans, pas forcément le fantastique, mais en tout cas le cinéma de genre, en multipliant un peu les tons, les ambiances, les atmosphères, Il y a et une- avec de vraies idées, de vraies envies de cinéma, et des choses vraiment purement culottées. Moi je trouve l'une des dernières scènes du film, c'est vraiment quelque chose que je pense n'importe quel producteur aurait dit non, non, là, tu vas trop loin, Rose. Mais ça marche, c'est ça qui est cool, c'est que ça marche en fait. Même si pour le coup j'aurais quand Mais même tu sais, un... ouais. Mais tu vois, vachement, tu sais pas si c'est du fantastique, tu vois, enfin, ou si c'est dans la psyché, tu vois, dans les pensées des personnages. Par exemple, tu vois, les scènes de flashback qu'elle a, Kristen Stewart, là, qui sont, tu sais, tout en rouge-noir, là, avec, tu sais, où elle se rappelle de son passé, du- où tu, ou tu sais, de la hallucination qu'elle a à un moment dans une scène, la bodybuildeuse, là. Oui, enfin c'est un film qui est Enfin, très stylisé. Après pour le coup, c'est aussi ce que j'aime bien en fait dans le film, c'est qu'il y a une vraie ambiguïté qui se démarque tout au long du long métrage Ouais. entre ces deux personnages. Parce que ces deux personnages qui vont à la fois s'aimer, comme le titre l'indique, lol, et aussi se mentir, se trahir, se détester. Et il y a vraiment une sorte de Ouais. jeu entre ces deux nanas, moi que j'aime beaucoup, et qui du coup donne à la fois quelque chose de détestable pour ces deux personnages, parce que elles s'autodétruisent, elles sont dans une spirale de violence et de haine, et en même temps aussi d'amour. Et c'est ce que j'aime beaucoup, c'est que en fait le film va finir par choisir l'amour, et au final ces deux personnages réussissent à avoir une trajectoire que je trouve vraiment assez culottée, et en même temps assez ouais, assez, enfin vraiment chouette. C'est un film moi que j'ai trouvé que j'ai trouvé vraiment chouette à suivre. Maintenant, moi où j'ai vraiment un problème, en fait, c'est que j'ai l'impression que Rose Glass a beaucoup de choses à dire, a beaucoup de choses qu'elle veut tester. Voilà, je pense que c'est vraiment un film qu'elle a fait aussi avant tout pour s'amuser avec sa caméra, s'amuser avec ses concepts. Mais j'ai l'impression que ça manque de substance. Trop souvent. Et moi, justement, ce dernier tiers, j'ai l'impression que Ouais. c'est l'amorce d'un dernier acte, alors que c'est en réalité la fin. Et moi, je suis vraiment sorti un petit peu dépité en me disant ah putain, là, ça partait sur quelque chose qui m'intéressait. J'aurais aimé que le film ose s'aventurer un peu plus loin dans cette psyché-là, mis dans cette folie. Dans le, Et dans le fantastique, tu veux dire la scène fantastique qu'on a, tu voulais qu'il aille un peu plus loin? Bah ça, et plus on va dire les scènes qui arrivent juste après, même dans le générique, je trouve qu'il y a des trouvailles visuelles qui se démarquent totalement, on va dire, de l'atmosphère qui reste quand même, on va dire, assez Ouais. réaliste. Voilà, c'est un film qui, on va dire, a quand Avec même John Wick, c'est trop beau. enfin, met un pied vraiment dans le réalisme, met un pied dans, on va dire, un cinéma qui va avoir des règles immuables à notre réalité. Donc la suspension d'incrédulité, elle se crée comme ça, et qui va petit à petit les casser. Et j'aurais aimé que le film, non pas les casse encore plus, mais approfondisse cette cassure. C'est une petite nuance que j'aimerais apporter, parce qu'en fait, du coup, le film, pour moi, il perd un petit peu en profondeur. C'est un film que je trouve intéressant pour ce qu'il arrive à créer, Ah ouais? pour ce qu'il arrive, on va dire, à me provoquer sur le moment. Mais je t'avoue que moi, j'ai vu le film, du coup, une semaine après sa sortie, parce que j'étais à Annecy juste avant. Et en fait, j'ai depuis un petit peu oublié le film, dans le sens où, par rapport au résultat que j'aurais aimé que ce soit, je suis un tout petit peu mystique mes raisins, mais ça reste un film que je conseille vraiment, parce que dans le cinéma, on va dire un peu hollywoodien, le cinéma un petit peu indépendant, américain, britannique, c'est vraiment dans le haut du panier. Ça, je pense que Yurko, t'es d'accord. Très clairement, oui, c'est un film qui arrive à être assez, je dirais pas forcément riche thématiquement, mais à la fois reprendre quelque chose oui, d'assez classique, comme tu disais. Tu vois, on est vraiment dans du cinéma un peu grindhouse, un peu d'exploité des années 80. D'ailleurs, le film se passe dans les années 80, tu vois, histoire d'un petit peu t'aiguiller là-dessus. T'as tout ce contexte un peu vraiment américain, gros néon, etc. Tu vois. Et en même temps, t'as tout ce truc un petit peu, enfin vraiment d'horreur, de trucs très corporels, le travail, ce que tu disais, Ketchup, sur le corps dans le film, et aussi sur les fluides, un petit peu sur quelques trucs un peu fétichistes, tu vois. Je pense par Ouais. exemple à la scène où t'as Kristen Stewart qui lèche les doigts de pied de Cathy O'Brien. Tu vois, t'as vraiment ce truc un peu sale, tu sais, des années 80, sans forcément forcer à fond sur l'esthétique faussement 16 mm, on te met du grain, etc. Tu vois. T'as ce truc, ouais, mi-romantique, mi vraiment thriller, un peu horreur, tu vois. Enfin, t'as ces trucs qui coexistent. Parfois, il y en a quand même certains qui prennent un petit peu trop le pas sur l'autre.
Et parfois même qui arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Je pense à toute la partie vraiment thriller qui arrive dans Ouais, les 30 dernières minutes du film et la partie horreur qui se fait un peu ressentir par pointe à certains instants avant de retomber, tu vois. Notamment sur Ce qui fait les deux qu'on... scènes vraiment violentes du film qui sont sèches, mais qui, pareil, moi, me provoquent un truc sur l'instant, mais qui me passionne pas sur la longueur. Ouais, voilà, ah, tu vois. Après, enfin, ça s'échange un petit peu constamment, ce qui fait que t'as pas forcément un film complètement homogène, mais plein de séquences qui sont parfois un peu trop hétérogènes pour donner un tout fondamentalement cohérent. Mais en soi, ça reste un film qui reste très appréciable, qui reste très fun à regarder et devant lequel tu te fais pas forcément trop chier, quoi. Mm. C'est déjà bien, on va pas se mentir, hein, parce que on va parler d'un film où tu t'es fait plus chier après, mais c'est une autre histoire. Oui, voilà, tu vois. Et non, mais même quitte à comparer avec un autre film de Rose Glass, avec son film d'avant, avec Saint-Maud, tu vois, où globalement tu pouvais un petit peu ressentir certaines longueurs, etc. Je trouve que ici, le film est beaucoup mieux rythmé et tient beaucoup plus à sa promesse qu'avec Saint-Maud. D'accord. T'avais aimé Saint-Maud? Parce que moi j'avais vraiment quasiment que des bons Oh, retours. moi, j'avais bien aimé Saint-Maud, j'aime beaucoup sa fin, mais pareil, enfin, après, c'est peut-être aussi un peu différent parce que Saint-Maud est beaucoup plus un slow burn, tu sais, un film qui se veut être très lent, mais qui du coup se vautre, je pense, un peu trop dans sa lenteur, tu vois. D'accord. Ou là où ah. vraiment c'est plus Ah ouais, navrant, d'accord. c'est plus hollywoodien en fait. C'est un peu le mot que j'ai envie de dire, tout Euh, simplement. le Blaze Bleeding, oui, complètement. Bon, après tu sais, tu vois, j'ai lu des interviews et tout. Je sais que la réalisatrice n'avait même pas vu Thelma et Louise ou Tueur né ou même True Romance avant d'écrire le Bah après film, tu pour vois. le coup c'est des films moi que j'ai pas vu mais c'est aussi un truc qui est intéressant avec le film c'est qu'on sent quand même qu'il y a beaucoup de références pas forcément cinématographiques mais vraiment culturelles et comme tu l'as dit Urko et comme je le disais aussi tout à l'heure il y a vraiment ce côté grindhouse pulp qui transpire de tous les pores du film il y a vraiment un c'est un côté ouais vraiment divertissement de vidéoclub film barré qui tente des trucs mais qui est gorgé d'amour pour ses personnages et aussi bah, pour l'art qu'il crée en fait et je trouve Et ça qui va pas vraiment. s'excuser d'être sale pour autant, tu vois. Ah oui, clairement, c'est un film qui met les deux pieds dans le moule, même si, bon, encore une fois, moi je trouve que elle aurait pu aller encore plus loin. Et oui, aussi, évidemment, pour reprendre un peu ce côté, justement, de salle, comment ne pas parler de ce duo, même de tous ces acteurs qui sont quand même vraiment tous. En plus, dans des personnages pas forcément. Soit très archétypés, notamment, c'est le cas du personnage Le interprété Ed par Harris. ouais, Dadaris, voilà, qui joue vraiment un petit peu le mafieux, le mec louche, le méchant, bref, le genre Pour de le, sale merde que t'as Elle envie joue, d'approcher. Voilà. elle joue le rôle classique de Ed Harris en méchant, tu vois. Ouais, voilà, tu vois, pour le coup, Ed Harris, même si je trouve qu'il est très bon, je pense il se repose un peu trop sur, tu sais, son personnage un peu à la History of Violence de Cronenberg, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est dans un personnage qui est caricatural, ou du moins qui est archétypal. Et comment est-ce qu'elle va réussir pour, même si, bon, encore une fois, il y a quand même ce côté pulp et référencé, comment est-ce qu'elle va quand même réussir pour y apporter une nouvelle touche. Et bah, pour le coup, alors j'ai Après, pas ça, vu tous il ces y a quelques films-là. scènes. Tu vois, il y a quelques scènes où il lui rajoute un peu d'ambiguïté, tu sais, quand il va. Parce que quand Ed Harris il va aller sauver, entre guillemets, il va aller libérer la bodybuildeuse Cathy Katy O'Brien, hein. O'Brien. Là. Ouais. Et la scène dans la voiture où elle lui dit, où il lui dit ah, mais t'as plus que moi maintenant, c'est moi qui vais t'aider, tu vois. Alors que c'est pas du tout, c'est le contraire. Oui, et même en fait, de base, moi personnellement, toutes ces scènes vraiment fantasmées avec ce mec qui est vraiment filmé, montré comme un monstre, comme mais vraiment un monstre d'horreur. C'est vraiment un truc qui fait peur, qui inspire vraiment aucune confiance et qui a une sorte d'aura mystique, fantastique, moi que je trouve vraiment assez passionnante. Bah, moi je trouve quand même qu'il y a quelque chose en plus, là où par exemple dans History of Violence, on va beaucoup plus être dans quelque chose de beaucoup plus, ouais, surtout pour Cronenberg, réaliste en fait. Et justement, par exemple, Cronenberg, bon bah on l'avait déjà vu dans Spencer, et surtout dans Les Crimes du Futur, mais bah, Kristen Stewart, là elle fait une remontada Ouais. qui est de moins en moins discutable, hein. Vraiment c'est une très grande actrice. Mais Il faut arrêter de pour moi, c'est son la. meilleur film. Hein. Alors, meilleur film, non, parce C'est que son meilleur film. pour le coup, et je pense que Urko on sera d'accord, pour moi, Spencer, ça tabasse quand même tout, notamment en termes de performance. Mais ouais, clairement, là, Ouais. faut arrêter de la comparer à Twilight, ça n'a plus rien à voir. C'est vraiment une actrice qui a Puis pris un. Ouais. surtout,
Après, là où Spencer, elle a vraiment toute la place pour se mettre en avant, ouais, et vraiment nous montrer sa palette d'émotions, etc. Je trouve que là, dans Lovelace Bleeding, elle se fait quand même un peu beaucoup voler la vedette par Cathy O'Brien, qui elle, pour le coup, est absolument époustouflante dans son rôle. Oui. D'accord, d'accord, ouais. Après, c'est C'est pour le coup Schwarzy, aussi non, femme. intéressant parce que tu vois comment est-ce qu'elle réussit à partager l'écran, à être. Pour moi, elles sont vraiment toutes les deux iconiques. Elles sont vraiment. Enfin, c'est vraiment pas une alchimie parfaite, mais du moins, c'est deux personnages que tu peux pas séparer, qui fonctionnent pas l'un sans l'autre. Et je trouve que c'est une dynamique qui est Oui, intéressante parce que on a très souvent, on voit très souvent justement dans les films un peu hollywoodiens, une figure, un acteur, une performance vraiment charismatique qui va driver tout le film. Et là, au contraire, c'est vraiment deux personnages. C'est vraiment une confrontation une romance qui réussit à vraiment c'est rendre le film intéressant. c'est une confrontation aussi parce que, enfin, les personnages vont réagir à chacun à l'action de l'autre, tu vois, et du coup, ça part en spirale infernale où ils n'en sortent pas. Ah bah c'est le but du film, oui. Et pour le coup, après voilà, bon, je sais pas trop si je peux trop en dire sans spoiler, mais clairement, en fait, moi ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que c'est un film ouais, comme je l'ai dit, bah, il lâche pas les chiens, enfin qui ose lâcher les chiens, qui n'essaie pas de se limiter à un genre qui arrive, même si, comme tu l'as dit, Urko, c'est parfois un peu brouillon, ça manque parfois un peu vraiment de substance, c'est peut-être le mot que j'ai à dire sur ce film, mais parce que c'est mon ressenti. D'homogénéité. Ouais, d'homogénéité, voilà. Voilà, on va parler tout à l'heure de Pendant Oui. ce temps sur Terre, c'est dans le cinéma fragile, il y a cinéma. Et je préfère un réalisateur, une réalisatrice qui tente des trucs quitte à se louper, mais pour en réussir d'autres, qu'un film plus lisse, morne, et qui du coup est un peu moins oubliable. Voilà. Et je dis ça même si encore une fois, Loveless Bleeding, c'est un film qui marche tout sur, qui a du mal à marcher sur la durée, mais pour le coup, En vraiment, fait, c'est un c'est un coup de cœur. mélange, tu vois. Ce qui surprend, tu vois, c'est que c'est un mélange entre, tu vois, au début romance, puis thriller et une partie fantastique, horreur, ouais. C'est un mélange difficile à accepter, ouais, par moment. Bah, surtout que pour moi, elle en fait pas vraiment grand chose, ou du moins, elle passe parfois un petit peu à côté de toute l'ambition esthétique et surtout émotionnelle que je pourrais avoir envers ces deux nanas. Maintenant, ce qu'elle a envie de raconter, c'est avant tout une romance toxique. Et pour moi, c'est le truc Ouais. le plus réussi du film. Donc, est-ce que c'est pas déjà une grosse victoire? Je pense. Et est-ce que je peux. Bon, Est-ce qu'on conseille tous Loveless Bleeding ici? oui, Ah oui, hein. oui, Voilà, oui. clairement. Donc, bref, on est unanime plus ou moins sur ce film de Rose Glace qui est actuellement encore en salle. Le film est sorti il y a quasiment un mois, mais il fonctionne plutôt bien. Donc, profitez-en, voilà, allez le découvrir en salle. Vivez de bons moments entre amis. Et surtout, faut le dire, hein, bon, vous avez la blague tout à l'heure avec les Hawks, c'est pas du tout un film qui, on va dire, se positionne comme uniquement destiné à un public lesbien, féminin ou quoi. C'est vraiment un film qui va. Parce que j'ai l'impression qu'il peut y avoir parfois un peu la. Enfin, qu'il peut y avoir. En vrai, je sais que c'est un peu con, hein, mais qu'il peut y avoir une sorte de trouble Oui, un rejet complètement du couple lesbien, quoi. Bah, en fait, Ouais. on peut se dire que oui, c'est un film qui va pas forcément te toucher parce que c'est pas le même. Enfin, c'est pas la même relation de base, mais en fait, on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est pas que ce soit deux nanas. Ce qui est intéressant, c'est que ce soit deux personnages toxiques et qui sont dans une spirale de violence. Voilà. Voilà. Et c'est là où on différencie effectivement la Ouais. misogynie de la cinéphilie. Bref, après ce petit tacle non moins non moins assumé. On va passer au deuxième film, mais avant, bon, Ketchup, du coup, toi, tu n'as vu que ce film, parce que tu fais pas tes devoirs. Complètement. Euh, Et quand est-ce qu'on fait la prochaine émission qu'on parle des prochains, là? Bah, je sais pas, Parce faudra que- demander au public. Mais du coup, au-delà de ça, est-ce que tu veux rester ou est-ce que tu t'en vas? Je, j'ai réfléchi. Je m'en vais, mais je vous écoute. Tu t'en vas, mais tu nous écoutes très bien. Bah écoute, on ne t'entendra plus, sauf peut-être à la fin Ah pour les oui. remerciements généraux de nous et du chat. Bref, bah écoutez, à tout à l'heure, Ketchup. Et on passe maintenant au film de la division, au film de la discorde, au film du désamour, parce qu'on parlait tout à l'heure d'amour, et là ça va être plutôt de la haine. Ou au contraire de la jouissance, peut-être, pour un film français, parce que nous sommes chauvins, nous aimons notre beau pays, et surtout ses fantastiques héros, tels que le comte de Monte Cristo, et surtout Xavier Dupont-Ligonnès. Ah, qu'est-ce qu'on l'aime, Xavier Dupont-Ligonnès. Sans en tout cas de ce point de C'est départ un peu marrant ce nom foufou. Xavier Dupont de Ligonnès.
C'est des points de départ un peu foufou de faire une comédie sur ce tueur en série jamais retrouvé que Jean-Christophe Meurice a décidé de poser sa caméra et je vais vous laisser en penser ce que vous voulez avec la bande-annonce des pistolets en plastique. Mes chers amis, nous sommes rassemblés ce matin pour célébrer et récompenser le travail de Léa Blanchard et Christine Valderez dans leur mission en charge de l'affaire Paul Bernardin, qui mettait à jour 4 cadavres, ceux de sa femme et de ses 3 enfants, et la disparition de... Bernardin, votre voisin. Ah oui, monsieur Bernardin, oui. C'est lui qui a tué toute sa famille. Ah oui, pauvre homme, oui. Des fois, quand ils s'y mettent à 3, les 2 gosses, ma femme, je te jure, je ferai un blow, tac, je les mets dans un sac, comme les chatons, je les noie. Les gens adorent ça, c'est ce qui marche le plus. Tu sais, c'est ce qui marche le plus. Les gens ont une passion pour le mal. Aucune déchirure, une épisio. Oui, mais stop, voilà, vous n'allez pas me parler de votre chat, si. Vous voulez pour quelque chose? Pourquoi pas? Eh bien, on va prendre un mojito. Moi, demain, je veux ressembler à Scarlett Johansson. Eh ben, c'est parti. Vamos a la fiesta y vamos a bailar. Depuis qu'il a dégommé tout le monde, c'est plus tranquille, hein. You know, it's a very French case. Do you have anyone who actually speaks English? C'était donc la bande-annonce des pistolets en plastique, nouvelle réalisation de Jean-Christophe Meurice dans le monde incroyable de la comédie française. Et quelle comédie effectivement qu'est celle de l'histoire de Paul Bernardin, que Léa et Christine, qui est l'obsession de Léa et Christine, pour une affaire de cet homme qui est soupçonné d'avoir tué toute sa famille et disparu mystérieusement. Alors qu'elles partent enquêter dans la maison où a lieu la tuerie, les médias annoncent que Paul Bernardin vient d'être arrêté dans le nord de l'Europe. Avec un casting, on va dire, pas forcément très connu, notamment comprenant Delphine Baril, Charles Lemel pour notre duo fantasque, mais ou encore Laurence Stocker, Anthony Pialotti, et comme pour Orange Tanguy, une pelletée de petits rôles, de petits caméos, dont on compte notamment Nora Hamzaoui, Jonathan Cohen et Vincent de Dienne. Alors, on va commencer par l'amour. Je dis ça parce que c'est le gros sujet de division dans cette émission. On va commencer par l'amour. Après, c'est un amour un petit peu nuancé parce que j'avais vraiment aimé Orange Tanguy. Ça avait été un moment un petit peu d'exaltation qui faisait du bien en 2021 parce que c'était un film qui tapait là, pas forcément où il fallait, mais en tout cas sur des points qui faisaient plaisir. C'est un film méchant, c'est un film vilain, c'est un film qui n'a pas peur d'être impoli, mais qui le fait, on va pas se mentir, quand même d'une manière un peu gratuite. C'est un film qui n'a pas forcément un fond incroyable, et je pense que c'est le point qui te dérange le plus d'ailleurs dans le cinéma de Meurice. Tu auras l'occasion d'en reparler, notamment par rapport à un autre metteur en scène que tu as envie de mettre en avant. Oui. Mais oui, c'est pas un réalisateur subtil, c'est pas un réalisateur qui est là pour plaire à tout le monde, que ce soit aux cinéphiles qui ont vraiment envie de voir des œuvres abouties, que les gens qui en fait ont peut-être envie de voir des comédies sympas, et tout simplement en fait les gens qu'il va tranquillement enterrer 6 pieds sous terre. Voilà. Mais j'avoue quand même que j'ai une vraie affection pour ce genre de metteur en scène, de projets casse-cou, de films kamikazes qui osent taper sur tout le monde avec la même désinvolture que, je sais pas moi, n'importe quel... Enfin bref, c'est des films banals, c'est des films vains, mais qui en même temps sont, moi je trouve, d'une vraie... Enfin, qui ont quand même une vraie vitalité, qui sont vraiment vitaux en fait, parce que c'est des films qui font du bien, dans un sens. Moi, et je vais être honnête, Les Pistolets en plastique, c'est une comédie moi que j'ai vraiment aimée en tant que comédie. C'est un film qui m'a fait vraiment beaucoup rire. Il y a des scènes que je trouve absolument jubilatoires, et je mentirais si je disais que j'avais pas au moins été hilar sur 2 scènes, au moins de films. Qui soit on va dire par exemple avec la première scène, l'ouverture, qui est je trouve d'ailleurs la scène la plus intéressante du film, avec Jonathan Cohen qui dépaisse un cadavre comme vous avez pu le voir dans l'annonce, et qui fait des réflexions sur on va dire les ténèbres, les gens méchants, les gens tout court, et le petit Grégory.
Voilà, en fait, ça marche parce qu'il y a le tempo qu'on connaît de cet acteur. Il y a évidemment tout le dialogue qui est à la fois ultra outrancier et assez imprévisible dans son ton. Et il y a évidemment la scène en elle-même parce qu'on parle quand même de deux mecs qui parlent de trucs totalement ubuesques en faisant un métier à la fois de manière extrêmement, on va dire, calme et posée, mais en même temps dans un contexte plutôt particulier parce que c'est une morgue et bon, et ils font un truc légiste. Enfin bref, c'est ce genre de truc c'est un film qui brise tout à fait, enfin totalement un petit peu les codes de la comédie, mais en même temps qui joue avec. Et moi j'aime bien le film parce que il va à fond. Il y a tout le temps des personnages outranciers qui vont plus, on va dire, pointer du doigt que dénoncer. Mais par exemple, il y a tout un passage, ça je sais que c'est un passage qui t'a pas mal dérangé, Urko, avec du coup où nos deux enquêtrices vont rencontrer une vieille dame un peu hurluberlu. Voilà, pour être poli. Et aussi, c'est un cinéaste qui va jouer sur une mise en scène, on va dire, très recherché. Je sais qu'il y a un terme que tu avais utilisé avec Paul, notre bien-aimé Paul, à la fin de votre séance, c'est que ça faisait très vidéo YouTube. Et ça, c'est quelque chose que je retrouvais pas mal sur Orange Sanguine, c'est qu'en fait, c'est un réalisateur qui va beaucoup jouer notamment sur des plans à 360 degrés qui font le tour des personnages où du coup il n'y a pas forcément une installation de lumière, une création d'image qui est extrêmement poussée. C'est un cinéaste qui va droit à l'essentiel à ce niveau sur beaucoup de points. Et ce que j'aime beaucoup dans Abyssal Plastic, c'est qu'il commence à vraiment évoluer avec cette formule. C'est-à-dire que là, on est dans un cinéma qui va s'être retrouver ce côté vraiment gratuit, purement cruel et en même temps profondément dans un trash qui va plus être de l'ordre du grand guignol que, comme pour Lovelace Bleeding, on va dire une réflexion un peu plus, on va dire, esthétique sur par exemple la question de l'amour, de la romance. Ici, pour autant, il a quand même là où Orange Sanguine c'était un film un petit peu à la fois à sketch et en même temps choral dans sa construction qui assumait vraiment, on va dire, une sorte de d'hétérogénéité entre les histoires pour après quand même se retrouver, mais on avait quand même, on va dire, 3 points de départ assez éloignés. Là, pour le coup, on essaie au contraire d'avoir vraiment un tout. C'est un film qui va vraiment essayer de nous transporter dans un mélange temporel, géographique, entre les personnages et les situations. C'est pas forcément où se situe quoi, qui est qui, où et quand. Et je trouve ça intéressant, mais je trouve que c'est aussi un peu raté parce que même si on sent qu'il tente de faire évoluer son cinéma, qu'il tente de faire évoluer sa mise en scène, il y a des plans qui sont beaucoup plus léchés. Il y a, je trouve, une meilleure réflexion justement sur cette manière d'étirer les scènes, d'étirer les plans, de les faire, de nous faire voir l'ensemble d'un décor par cette idée de caméra qui va suivre l'ensemble des personnages. Et même au contraire de confrontation de personnages qui arrivent là juste pour, on va dire, créer des scénettes rigolotes ou non. Je trouve qu'il y a quand même une amélioration à ce niveau, mais en même temps je trouve que le film est du coup moins réussi parce que j'ai l'impression qu'il maîtrise beaucoup moins bien ce style de narration. Parce qu'en fait j'ai l'impression que le film va un peu dans tous les sens. Parce que moi les 3 premières minutes m'accrochent, mais il y a un moment où j'arrive vraiment pas à comprendre qui est où, qui est quoi, pourquoi est-ce que tu me racontes ça, pourquoi Xavier Dupont-Ligonnès, pourquoi ce mec qu'on arrête et qui semble n'avoir rien fait de mal, pourquoi ces deux enquêtrices qui enquêtent, mais il y a eu un... Non, c'est ketchup, c'est ketchup. Ok, bref. Pourquoi ces deux enquêtrices qui piétinent dans leur affaire, dans leur enquête, je sais pas. Et en fait, c'est le problème du film, c'est que sur 1h30, t'as pas le droit de laisser autant de blancs, autant de questions, d'autant piétiner. Et c'est rédhibitoire, et malheureusement, c'est le gros problème des Pixels en plastique, c'est que du coup, le film est beaucoup moins efficace, et beaucoup plus, on va dire, dans le théorique, et je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Et à côté, aussi, le gros problème pour moi du film, c'est que du coup il n'arrive pas à totalement développer ce qu'il a raconté. C'est-à-dire que c'est un film qui va raconter des choses quand même assez intéressantes, et pour moi la première scène est assez équivoque sur notre façon de voir la violence, le mal. Ces deux personnages qui vont disséquer autour de trucs absolument affreux, en toute détente, en faisant eux-mêmes quelque chose qu'on pourrait qualifier de morbide. Et je trouve ça assez intéressant parce que c'est un film qui va nous poser en tant que spectateur dans une condition de voyeur. C'est un film qui sait que nous, on est aussi là pour voir, on va dire, de la méchanceté, de la cruauté, du grand guignol. Et le film va à la fois nous l'offrir, mais nous dire quand même, attention, je suis pas là non plus pour, on va dire, être totalement, on va dire, avec vous. C'est un film qui va taper aussi sur le spectateur.
Et il y a une démarche à moitié cynique, on va pas se mentir. Je pense que Meurice est plus arrangé du côté des Ostlund que des. Pour prendre quand même un film qui a beaucoup plus de valeur, je pense. C'est arrivé près de chez vous, par exemple. Et je trouve ça dommage parce que en fait, le film, encore une fois, il a du mal à vraiment aboutir à quelque chose de vraiment intéressant sur le 2 tiers de son film. Je trouve qu'en fait, le film, encore une fois, pétine beaucoup trop. Et la scène, vraiment premier degré, la scène du meurtre, de ces infanticides, de ces meurtres, en fait, elle est certes, je trouve, brillamment mise en scène en elle-même. La scène est incroyable et pourrait être, je pense, vraiment analysée. Mais dans le tout, je comprends pas ce que ça fout là. Je comprends pas pourquoi tu la mets là. J'arrive pas à voir en fait l'intérêt de ce montage et je trouve que la linéarité aurait été moins, on va dire, passionnante, mais en même temps aurait été plus intéressante parce que juste je trouve que le film en fait a du mal à vraiment trouver une voie en fait. Je trouve que par rapport à ce qu'il veut raconter et ce qu'il arrive à raconter, il y a tout un monde qui est malheureusement un peu trop grand. Et c'est dommage parce que je suis un peu négatif sur le film, mais en même temps, je trouve le casting vraiment génial. Notamment ces 2 nanas qui ont vraiment une alchimie pareil, assez extraordinaire, qui sont à la fois toutes les deux dans, on va dire, leur jeu, dans leur style, mais qui arrivent pourtant quand même à trouver un vrai compromis. Qui est ces 2 personnages que j'arriverai pas à dissocier, c'est un vrai tandem. En même temps, j'aime beaucoup, encore une fois, la mise en scène qui se fait, qui arrive à créer de plus belles idées de composition, des moments où l'humour a beaucoup mieux servi à la mise en scène. J'aime ces idées évidemment visuelles, notamment tous les passages où on est au Danemark, je crois, et où il y a toutes ces esthétiques volontairement ultra blanchâtres, lisses, que moi je trouve quand même assez intéressantes, et qui là a vraiment, on va dire, quelque chose à voir avec notamment Östlund, et notamment son film The Square. Et à côté, j'aime aussi ces scènes qui vont vraiment être, encore une fois, dans le purement gratuit. Moi, je trouve que c'est un réalisateur en fait, qui fonctionne tout simplement dans la méchanceté gratuite, encore une fois. Et moi, ces scènes avec cette dame totalement qui va avoir des propos totalement d'extrême droite, on peut le dire, je pense. Qui, moi, je trouve, sont délirés avec quelque chose d'à la fois, on va dire, assez sincère et en même temps profondément jouissif. J'aime cette séquence avec la cuillère qui m'a fait rire d'une manière à la fois vraiment nerveuse et en même temps passionnée. Moi, la scène m'a vraiment fait un petit choc parce que je la trouve à la fois ultra méchante et en même temps incroyablement bien réussie dans son tempo. J'aime quand même ce que le film dit sur notre manière de voir les tueurs en série, le true crime et tout simplement comment est-ce que ça peut nous affecter, comment ça peut affecter la société. Et j'aime en fait un petit peu quand même ce que le réalisateur tente de faire pour faire évoluer son cinéma. J'aime aussi beaucoup le son. Je trouve que le son a un vrai impact sur le film, que ce soit sur la séquence de meurtre, ou au contraire, on va dire, sur les moments comiques, ou au contraire, beaucoup plus anodin en théorie. Non, je trouve que le film marque une progression, mais pas une amélioration. Et maintenant, nous allons écouter la haine, nous allons écouter le discours malveillant, ou pas, parce que j'aime Yurko d'amour. Alors vas-y, dis-nous ce que t'as pensé des Pistolets en plastique, toi qui n'es pas forcément un très grand fan du cinéma de Meurice. Je te laisse. Le cinéma de Meurice, après, je m'étais fait chier devant et Orange Sanguine, en soi, les attaques, mes critiques que j'ai envers le film, c'est plus parce que je pense qu'il raconte énormément de merde et qu'il est extrêmement maladroit dans ce qu'il essaye de dire, mais au moins il essaye de dire quelque chose avec Orange Sanguine. Là, devant les pistolets en plastique, j'ai absolument pas cette impression de vouloir nous raconter quelque chose, de vouloir nous dire quelque chose. Et du coup, tu te retrouves devant un film où effectivement tu te retrouves devant plein de blagues un peu trash, un peu waouh, regardez, on est un peu extrême, on se permet par exemple, d'avoir un personnage turbo-raciste qui va allonger juste les répliques racistes pendant 2 minutes sur un plan séquence interminable qui va se terminer juste par un petit bruitage un peu rigolo d'un chat dans un jardin. Voilà, Ouais, tu fais ça bon. par contre, c'est criminel. Hein. Ça, vraiment, c'est vraiment le chat.jpg. C'est vraiment là, ok, on a ouvert une banque de sons, mais là, regardez, c'est rigolo, il y a quelqu'un qui est tombé sur un chat, MDR, tu vois. Et c'est un peu moi cette impression que j'ai de tout l'humour du film, c'est globalement, t'as vu, le personnage, il est raciste, hein, il dit tous les trucs racistes, homophobes qui passent, tu vois, tu fais, bon.
Bon, voilà. Ce qui est d'autant plus chiant quand tu regardes le film, tu vois, que t'as juste l'impression que ces blagues s'enchaînent en mode un peu sketch où tu passes d'un personnage à l'autre qui fait un truc et qui passe ensuite au personnage de l'autre qui fait son truc avec sa petite blague. Voilà, hop, on rigole bien, on passe à la séquence d'après. Euh, même sur cette fascination vis-à-vis du true crime, je la trouve même pas forcément si intéressante que ça, parce qu'en soi, même les personnages des deux détectives amatrices pourraient juste être des détectives, des vrais détectives complètement cons, tu vois. Il y a rien de spécialement mis en avant par le fait que ce soit des amatrices, à part vite fait la scène du début pour faire ah lol, c'est rigolo, ils sont dans une grande salle, mais en vrai, oui, tu vois. Bon, on se fait un peu chier, tu vois. Et par contre, je te rejoins, il y a une scène qui est absolument incroyable, qui est celle vraiment du meurtre très premier degré du film, où du coup, Meurice reprend un petit peu son ressort, entre guillemets, de tout du premier film, de dire, regardez, on a fait des trucs un peu trash, un peu rigolo, maintenant, je vais vous montrer ce que c'est que du trash bien vénère, tu vois. Et là, effectivement, t'es passé à une scène extrêmement premier degré de meurtre ultra violente, mais qui n'a rien à faire dans ce film. Très sincèrement, ça tombe comme un cheveu sur la soupe avec un personnage qu'on sait déjà être le tueur. Et du coup, t'es là, tu fais, bah oui, on savait déjà. Est-ce que t'avais vraiment besoin de nous montrer enfin, pour une autre raison que juste dire, ouais, regardez, je suis trop hardcore, tu vois. J'ai envie de dire, c'est un peu un enfer sans nom, mais enfin, si, ça s'appelle les pistolets en plastique, tu vois. D'autant plus que le film paraît juste gratuit et subversif pour le plaisir d'être subversif sans rien dire de plus Bah, du que coup, en il est pas soi de Xavier subversif. Parce que la subversion, oui, c'est avoir un fond derrière, on la, va dire, la la subversion, violence. oui, servirait à avoir un fond, alors que là, c'est pas le cas, tu vois. Mais tu vois un peu l'idée de se dire, regardez, on est cible parce que on a un personnage qui lâche le N-word et balance tous les clichés du monde, et puis en même temps, regarde, il y a un cadavre, t'as vu, c'est horrible, tu vois. Et à côté, vraiment pour rien dire de plus. Et donc, là où je voulais en venir, c'est avec justement ce personnage de Xavier Dupont-Ligonnès, le personnage, pas le personnage, de l'affiche où tu vois clairement Xavier Dupont-Ligonnès et tu te dis, bon, peut-être on va essayer vraiment de te coller un sosie ou quoi. Il y a rien à voir, il y a absolument rien à voir à part juste le meurtre qui effectivement ressemble, tu vois. Voilà, ça s'arrête un peu là. Encore, il y aurait eu peut-être éventuellement un fond avec justement tout le personnage qui se fait méprendre justement pour Xavier Dupont-Ligonnès si ça allait plus loin que juste ah le mec qu'on chope un moment à la frontière de l'avion parce qu'il y a un gars un peu fatigué qui a vu ce type, tu vois, un peu louche. Bon, franchement, on se fait chier, tu vois, genre, y a rien qu'il y a dans le film, c'est un film profondément vain, enfin, je dirais presque bourgeois, tu vois, ouais, regardez, bah si, on peut rigoler, ha ha ha, mais qui va rien pousser spécialement derrière, à part juste le plaisir d'avoir fait chier le monde pendant 1 heure et demie, tu vois. Aussi bien fait chier parce qu'on s'est ennuyé, aussi bien fait chier parce que, ouais, on est sensible, sachant que, bah, pour vraiment prendre mal le film, bon, enfin, je sais pas, faut avoir un problème, hein, je pense, hein, faut s'inventer des problèmes. C'est vraiment pour moi, ce que je disais un petit peu sur Letterboxd, tu vois, c'est vraiment, et que je disais déjà à l'époque enfin pas forcément à l'époque d'Orange Sanguine, mais quand j'ai découvert le réalisateur que je vais citer, Jean-Christophe Meurice se prend pour Todd Solondz, sauf que Todd Solondz, avec sa subversion aussi hardcore dans ses sujets qu'elle soit, dit quelque chose, il dénonce quelque chose, il se moque de quelque chose. Là, bah on n'a rien à part des vannes vaguement inspirées de temps en temps, toutes les 20 quand c'est des vannes clairement nul qu'on n'a pas toutes les 30 secondes, tu vois. C'est un peu un enfer, tu vois. Sachant juste que Todd Solondz, alors si tu peux un peu le présenter, mais il a réalisé 2-3 films un peu cultes, mais vraiment pour les cinéphiles, pour le coup, moi, c'est un réalisateur dont j'ai encore rien vu, mais que je me tâte quand même à voir parce que de ce que tu m'en dis, c'est quand même un metteur en scène qui pourrait me plaire. Et il avait notamment réalisé Happiness et. Putain, j'ai plus les titres. Storytelling, Welcome to the Dollhouse, Palindrome, Dark Horse, il m'en manque un, le Tekel, voilà. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à le voir Le en tout truc, cas. C'est le truc, c'est que Todd Solondz, comme je le disais, du coup, se moque et en même temps critique et aussi bien s'attaque à son spectateur, tu vois, qui va faire rire de façon extrêmement cringe, comme il va attaquer ses personnages et les aspects de la société qu'il va attaquer avec ses personnages, tout en comprenant lui-même la limite justement de cette subversion et de ce truc un peu méchant et humour noir, tu vois. Il comprend ses limites, ce qui l'amène même à faire une autocritique, notamment dans Storytelling et sa deuxième partie. Le problème, c'est que Meurice, on en est déjà à 3 films, et ces 3 films qui tournent énormément en rond dans leur ressort scénaristique et humoristique. Et du coup, bah, pourquoi on continue encore à regarder ça et à s'attendre à un truc à peu près intéressant quand on arrive déjà en fin de course à 3 films, quoi. Bah, encore une fois, moi je trouve quand même que le film réussit un peu. Après, du coup, j'ai pas encore vu son premier qui était Apnée, mais je trouve quand même que ce réal
essayer un petit peu d'évoluer la formule. Pour le coup, encore une fois, je trouve qu'il y a une différence entre la formule chorale d'Orange Sanguine et celle des pistolets en plastique. Maintenant, je trouve que celle des pistolets en plastique, elle est juste plus ratée. Et aussi, ce que j'ai pas dit, moi, il y a un truc que je trouvais assez intéressant dans le film, c'était la figure des enfants. Parce que ça, c'est un truc, pareil, qui essaie un petit peu de faire évoluer. C'est vraiment à la fois les running gags et en même temps, vraiment les figures. Et moi, celle des enfants, je la trouve intéressante parce que c'est à la fois des personnages qui vont représenter un petit peu l'innocence, évidemment, et sans trop en dire par rapport à une scène clé, une sorte de clairvoyance. Et en même temps, c'est des personnages qu'on va à la fois montrer un petit peu, notamment dans une première scène. Dans une des premières scènes comme assez détestable ou du moins comme enfin c'est des personnages en fait on a envie que la scène du meurtre arrive, tu vois. Il y a un temps, il y a un autre moment, enfin le film se finit quand même sur un gros plan d'un gamin et je trouvais ça pareil assez intéressant, mais maintenant encore une fois je trouve que ça va pas trop. En fait moi j'ai fait ce constat là, je me suis dit ok, du coup il arrive quand même à jouer sur la figure de l'enfant, mais qu'est-ce qu'il dit de plus? Bah pas grand chose, et c'est un peu ma frustration sur tout le film, c'est que bah, moi il me laisse un bon souvenir, mais il y a tellement d'ambition que j'ai l'impression d'entrevoir, mais qui en même temps, bah, j'ai l'impression aussi tombe un petit peu dans ce que tu dis, c'est-à-dire juste de la gratuité et un manque de renouvellement. Et je pense effectivement qu'il va falloir. Alors, je vais quand même attendre son prochain film parce que je pense que c'est quand même un mec qui a le potentiel d'aboutir à quelque chose de cool. Mais clairement, si jamais c'est encore la même rengaine, je pense qu'on pourrait effectivement ne plus avoir à rien attendre de lui parce que bah il y a un moment effectivement bon moi j'ai l'impression de voir une évolution, mais j'ai pas envie de voir non plus une stagnation dans le. Oula, attention, on va référencer le prochain film. Une stagnation dans la descente. Je sais pas si t'as la ref. Voilà, merci. Oui, ok, oui. Bref, vous voyez pendant son sur terre, mais on en parle tout à l'heure. Mais à côté, oui, après, voilà, encore une fois, pour le coup, moi j'ai pas envie de jeter le film. Je pense que je suis vraiment genre client de juste ces films bêtes et méchants, mais littéralement bêtes et méchants. Mais vraiment, c'est clair que ça va pas faire mon année cinéma. C'est clair que bah, c'est cool sur le papier, c'est cool pendant 1h30, mais que bon, bah, le prochain film de Jean-Christophe Meurice, ce sera pas dans mon top 10 des attentes. Parce que, bah, comme tu l'as dit, c'est un réalisateur qui, bah, clairement, semble arriver un peu quand même au bout de sa formule. Maintenant, du coup, je suis intéressant de voir ce qu'il pourrait faire d'autre, mais je suis surtout intéressé de savoir s'il va réussir à le faire en fait. Et c'est s'il le va réussir problème. à évoluer, quoi. Bah, même si il évolue, bah, encore une fois, moi, c'est un peu la limite que j'ai avec les pistolets en plastique. C'est que bah, je vois là où il va en venir continuellement, mais jamais, ou du moins trop rarement, j'arrive à totalement ouais, vraiment me passionner de ce qu'il montre, de ce qu'il filme. Et je trouve ça vraiment dommage. Parce que, bah, encore une fois, moi, même si tu le dis, d'accord, c'est gratuit, mais il y a quand même un talent comique dans cette scène avec cette vieille folle qui. Enfin, moi je le dis, mais dans le rythme, dans le timing, dans l'utilisation du plan séquence, moi je trouve qu'il y a quand même un sentiment de gradation qui arrive à se créer. Il y a une économie de moyens, parce que certes, ok, elle dit le N-word, ok, elle dit ce truc choquant, mais c'est quand même dans une certaine logique à la fois on va dire émotionnelle pour que le rire arrive à être créé de manière vraiment réussie, ou au contraire juste thématiquement pour qu'on comprenne que ce personnage qui va aider ces deux nanas est tout aussi timbré que tout le monde en fait. Et même dans la scène d'intro Ah, où et encore, même cette gradation, je la ressens pas tant que ça, j'ai juste l'impression d'être devant un mauvais sketch de Dava, tu vois. oh non, il irait pas aussi loin. Bah si, et clairement, Dava, ils iraient aussi loin, tu vois. Et je pense qu'il le jouerait avec je pense un plus gros détachement et un truc qui pourrait amener vraiment à quelque chose d'un peu plus marquant que ça. Mais même, tu vois, pour la première scène, je parlais tout à l'heure du son, il arrive quand même aussi, et là c'est pas forcément satirique, mais c'est vraiment purement cinématographique, il arrive à jouer avec ce code que j'aime plutôt bien, qui est d'utiliser les logos, d'utiliser les mentions un peu légales. Vous savez, en gros, produit par machin, réalisé par machin, pour créer une cassure dans la scène, pour créer avec le son et l'image une sorte de transition, et en même temps une continuation du rire et de l'humour par la longueur de ce plan, si on peut appeler ça un plan, et en même temps par, on va dire, son utilisation. Et ça, c'est le genre d'expérimentation, si on peut appeler ça, parce que ça a été fait des milliards de fois, je pense. Mais c'est toujours bien de le revoir et de voir comment est-ce qu'il est utilisé. Et encore une fois, je trouve que le son a vraiment une importance, que ce soit du coup pour la scène de meurtre, et même si c'est bah, du coup clairement raté, mais c'est utilisé, la scène avec où on entend le bruit de chat. Il y en a d'autres, mais j'ai pas forcément tout retenu. Mais cette scène-là, on est d'accord qu'elle est ratée, on est d'accord que le son, il a rien à faire là. Moi, ça m'a rappelé le scratch de vinyle dans Arthur Malédiction. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais dans les faits, il tente quelque chose.
Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas envie de lui reprocher. Et comme je disais avec Love Lies Bleeding, et comme je vais le dire avec Pendant son sur Terre, bah, je préfère des films qui tentent des trucs, quitte à se foirer complètement, que des films lisses. Et je pense que Les Pistolets en plastique, même s'il arrive au bout d'une formule, n'est pas encore totalement lisse. Et je pense que c'est ce qui sauve un petit peu le film d'ailleurs. Du coup, bon, je sais pas si on a encore grand chose à dire sur ce long métrage. On en sait beaucoup. Bon, ça va, on est quand même encore à... Pas spécialement, non. Tu préfères l'oublier. On arrive à avoir Jonathan Cohen pendant 2 minutes qui fait du Jonathan Cohen, quoi. Sortez-nous de cet enfer. Bah, disons que s'il est bien dirigé, ça peut apporter quelque chose de cool. Mais lui, c'est pareil. Ça fait 1 an qu'on lui dit, il faut vraiment qu'il fasse quelque chose de nouveau parce que ça devient lassant. Et heureusement, en vrai, ça dure que 2 minutes parce que s'il avait été là plus longtemps, je sais pas. Tu vois, autant pour le coup, Vincent Dodienne, je trouve qu'il réussit à avoir une scène plutôt intéressante, mais purement humoristique. Tu vois, la scène de Vincent Dodienne, c'est peut-être, en dehors de la scène de meurtre qui n'a rien à faire là, tu vois, c'est peut-être la seule scène qui m'a un peu fait rigoler. Et encore, même là, je me pose la question, est-ce que cette scène était réellement nécessaire dans toute la choralité de ces personnages? Je crois pas, mais je pense en fait que comme je dis, c'est un acteur qui vraiment est dans la gratuité, et je pense qu'il a juste mis ça parce que ça le faisait marrer. Et je pense qu'il faudrait qu'il réussisse à sortir un peu le genre de réflexion. Et moi, par contre, la scène que j'aime pas, c'est celle avec Hamzaoui, parce que là, vraiment, pour le coup, non seulement elle me fait pas rire, et du coup, elle me fait me dire qu'est-ce que ça fout là, encore plus fort. Et du coup, la scène est encore plus ratée, le film met encore plus de temps à redémarrer. Et après, il y a encore ce côté voilà, sur la maternité, parce qu'elle est enceinte et tout. Mais vraiment, je trouve là, vraiment, pour le coup, c'est vraiment dire des horreurs, dire des mots vulgaires pour être violent, vulgaire, trop edgy et compagnie. Enfin. Et ouais, pour le coup, je recommande le film parce que c'est pas tous les jours quand même qu'on voit un genre de comédie, qu'elle soit ratée ou réussie. Et je pense que c'est un film qui arrive quand même à point nommé avec les réformes, entre grosses guillemets, qui vont arriver dans pas longtemps. Maintenant, ouais, clairement, je le recommande, mais je suis quand même déçu parce que je pense que ce mec est passé à côté de plusieurs choses. Et c'est dommage. Maintenant, bon. Je vais pas te laisser dire n'y allez pas, parce que je suis un dictateur. Et on va passer au film de la réconciliation, on va passer au film de l'amour, on va passer au film qui nous met pas forcément en joie, plutôt en jubilation. Parce qu'on va parler de cinéma de genre français, on va parler de science-fiction française, on va parler de jeunes metteurs en scène français, tout ce que le RN n'aime pas. J'ai dit le mot, merde. On va parler du nouveau film de Jérémy Clapin avec un très beau titre. J'ai nommé S'il vous plaît, Pendant ce temps sur Terre. Et j'ai une pub de secondes. Et une très jolie affiche aussi. Très jolie affiche, très jolie bande-annonce, très joli film peut-être. On se retrouve après les premières images. Vous êtes la sœur du cosmonaute? Il reviendra pas. On peut pas disparaître comme ça sans laisser de traces. Vous parliez de quoi quand vous veniez ici? On parlait pas beaucoup. Elsa. On se posait, on regardait le ciel. Franck? Elsa. Comment t'arrives à me parler? Il m'observe. C'est qui il? Franck? Laisse-moi tranquille. C'était quoi ça? Laisse-moi. Franck est désactivé. Je vous fais venir ici et vous, en échange, vous faites revenir mon frère? Oui. C'est une invasion, un truc comme ça? Arrête-toi, c'est là. Ton frère est juste là. Pourquoi c'est à moi de choisir? Nous pensons que tu choisiras mieux que nous. Il n'y a pas de douleur. Ils ne se rendront compte de rien. Il nous en faut encore 4. Allez vous faire foutre! Si tu devais sacrifier 4 personnes pour faire revenir ton frère, tu choisirais qui? Je te trouve bizarre en ce moment. Vous avez pas le droit, putain! Il est temps, Elsa.
ce temps sur Terre que vous pouvez découvrir dès aujourd'hui en salle. Voilà ce film de science-fiction français, parce qu'on aime la science-fiction française, n'est-ce pas? Oui, Bref. pardon, oui, j'ai oublié de me démuter. Du coup, mesdames et messieurs... Ah, apparemment, il n'y avait pas l'image. Merde. Attends, je remets. Il reviendra pas. Vous avez l'image, là? Oh non, la déception. Bah là, on a... Oh non, c'est terrible. Oh putain, non. Bah écoutez, j'espère qu'il y avait le son au moins. Bref, bon, on va... J'avais oublié qu'on était en live et qu'il y avait du coup un chat Twitch. Je m'excuse, on verra ça plus tard. Les aléas du direct. Les aléas du direct. Je remonterai ça, je pense. Du coup, Elsa, 23 ans, a toujours été très proche de son frère aîné Frank, spationaute disparu mystérieusement 3 ans plus tôt au cours d'une mission spatiale. Un jour, elle est contactée depuis l'espace par une forme de vie inconnue qui prétend pouvoir ramener son frère sur Terre. Mais il y a un prix à payer. Du coup, nouveau film de Jérémy Clapin après J'ai perdu mon corps, film qui avait notamment reçu le cristal d'animation du festival d'Annecy. Est-ce que ce film est toujours aussi fort, toujours aussi bon? Urko, je te laisse répondre à la question, et cette fois-ci, il semblerait que tu ne sois que amour pour ce long métrage. Ah bah là, clairement, très clairement, Amour. Amour, déjà, pour l'entièreté du long métrage, que je trouve à la fois extrêmement beau visuellement, toujours... Pardon, c'est le Steve Gray, que je trouve toujours profondément inspiré, profondément même enfin, inspiré par son sujet et par sa thématique, même par son genre. Il y a énormément, je pense, bon, je rentre très directement dans le morceau, mais il y a énormément de plans, par exemple, qui commencent, ne serait-ce qu'en filmant le ciel, ou qui se terminent en filmant le ciel. C'est un film qui regarde constamment vers le haut en se demandant ce qu'il pourrait être de plus et qui achève justement d'être ce petit quelque chose de plus, tu vois, constamment. C'est un film qui est un peu une ode à l'amour et à la création, à l'amour aussi bien, enfin, assez peu, contrairement à Love Lies Bleeding, un amour, j'ai envie de dire romantique, mais un amour extrêmement fraternel, très familial. Un amour de la création aussi, c'est un film qui va énormément, enfin qui va pas mal mélanger plusieurs styles de cinéma, notamment à la fois comme très français, du cinéma de science-fiction, du coup, un petit peu d'horreur, un petit soupçon d'horreur, et du cinéma d'animation, et d'animation de science-fiction surtout, dans des séquences qui sont extrêmement bien animées et extrêmement différentes en même temps du projet précédent de Jérémy Clapin, à savoir J'ai perdu mon corps. C'est un film profondément inspiré, c'est un film qui fait vraiment plaisir, qui s'inscrit dans une certaine mouvance de cinéma de genre français, dans lequel on pouvait déjà inscrire par exemple Teddy, que j'avais pas forcément apprécié, à savoir vraiment ce film de science-fiction qui se sépare des grandes villes pour aller s'installer dans des petits espaces, dans des petits villages. Donc là, alors je sais plus si le nom du village est cité dans le film. Mais il me semble que le film a été tourné en partie dans la région Grand Est et surtout en partie en Belgique. Donc oui, en tout cas clairement c'est vraiment des espaces qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, donc du moins c'est vraiment des endroits qui nous sortent un petit peu de Paris, des grandes villes. C'est très serré comme film, à la fois intimement dans le scénario et en même temps dans la mise en scène. Oui, et qui pourtant jamais se sent vraiment trop serré dans ces petits espaces, dans ces petits villages, tu vois. C'est ce que je disais avec justement ces ouvertures ou ces fermetures de plans en montrant l'espace, ou même simplement tous les passages qui se passent en forêt dans lesquels tu es perdu au même titre que le personnage de Megan Northam, je recherchais son nom, qui est pour le coup une actrice que j'espère pouvoir voir un peu plus souvent dans les prochains films. J'avoue que j'ai pas trop vu ce qu'elle avait fait d'autre. Je crois qu'il était dans Les Passagers de la nuit, il me semble. Oui, alors elle avait un tout petit rôle pour le coup, mais pour être honnête, j'avais plus vu dans Fifi, qui est un petit film avec notamment une actrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Céleste Brinkel. Et pareil, bon, elle a pour l'instant vraiment eu que des petits rôles, mais elle restait quand même assez. Enfin, c'est une actrice qui, je pense, a le potentiel vraiment de monter ou du moins d'avoir une carrière plutôt intéressante. Ça, c'est sûr.
plutôt au moins intéressantes, tu vois, pas forcément non plus des grands films, mais au moins des films qui essayent des choses. Et c'est ça surtout ce qui marche dans Pendant ce temps sur Terre, c'est qu'il essaye des choses, il se repose jamais vraiment sur ses lauriers, en tout cas Clapin ne se repose jamais vraiment sur son succès, ce qui faisait une des forces, entre guillemets, de J'ai perdu mon corps, pour essayer différentes choses et pour vraiment signer cette lettre d'amour dont on peut signer là, mais la création dans sa grande globalité. C'est un film qui arrive à être très beau, très touchant, même par instant. Et puis je sais pas forcément trop quoi dire d'autre, quoi, si ce n'est vous conseiller vraiment d'aller le voir. En salle, par pitié. En salle, oui, et en salle surtout. C'est un film qui profite grandement des espaces filmés. Bah du coup je vais rebondir sur ce que tu as dit. J'ai vu le film ce matin pour du coup cette émission, étant donné que j'ai vraiment que des horaires de merde. Et waouh, pour être honnête, alors je pense que les 2 premiers tiers sont parmi les choses les plus belles, les plus fortes que j'ai vues sur un écran de cinéma qui se revendique de genre et français depuis vraiment longtemps. C'est un film qui, je trouve, réussit à allier avec une poésie sans faille et en même temps quelque chose de très morbide, de très glacial, comme tu l'as dit. C'est un film qui fait pas forcément de cadeaux à ses personnages, ni à ses. Ni on va dire. Enfin, qui explore quand même beaucoup son concept, jusqu'à, on va dire, à des limites morales, des limites éthiques, ou du moins à quelque chose qui va vraiment commencer à enfermer les personnages dans des. Jusqu'à des scènes que je trouve assez tragiques. C'est pour moi vraiment une pure tragédie ce film. Et à côté, en fait, je trouve quand même. J'en parlais tout à l'heure des plastique, en plastique, ça reste un film malheureusement très fragile parce que je trouve qu'il va un peu se déliter dans sa toute dernière partie, dans son tout dernier tiers, où j'ai l'impression que le film commence vraiment à bégayer, a du mal à vraiment se renouveler, à trouver un point d'ancrage. Et c'est dommage parce que du coup j'ai l'impression que le réalisateur passe un petit peu à côté de son plein potentiel. Et c'est dommage parce qu'encore une fois, en fait, comme tu l'as dit, c'est un réalisateur qui a de vraies ambitions esthétiques, de vraies idées, de vraies envies de cinéma. Et pour moi, ce long métrage, Pendant ce temps sur Terre, c'est un vrai pas en avant. C'est déjà quelque chose de passer du. Parce que, faut le rappeler, avant on parlait d'un réalisateur de films d'animation, c'est pas rien. C'est de passer de l'un à l'autre, de chercher une esthétique différente. Et en même temps de rester quand même dans, on va dire, quelque chose d'assez ancré en lui. Enfin, c'est un réalisateur qui, même dans ses courts-métrages, notamment il en avait fait un dont j'ai oublié le nom, mais qui a un nom à la con, genre Shkinya Rink. Faut que je retrouve ça quand je te redonnerai la parole. Mais c'est un metteur en scène qui a toujours réussi à allier, notamment dans J'ai perdu mon corps, quelque chose à la fois très réaliste avec des personnages qui vivent dans. J'en parlais dans Love Lies Bleeding. On va poser un cadre, une suspension d'incrédulité réaliste avec des règles qui sont immuables, avec notre réalité de la vérité véritable. Et en même temps, le film va commencer petit à petit à chercher du côté du fantastique, chercher du côté du genre, mais surtout on va chercher du côté de la poésie, du fantasmagorique, de l'ésotérique. Et par ailleurs, il y a Mick, du coup, qui était un ancien sur le podcast, qui a vu le film et qui pour le coup a été assez déçu et qui en fait se posait la question de mais est-ce que c'est vraiment du fantastique? Pour vous dire à quel point c'est un metteur en scène qui va vraiment donner une certaine ambiguïté au genre qu'il convoque. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on voit vraiment pas assez parce que trop souvent on a des metteurs en scène qui au contraire vont plutôt jouer sur une sorte d'entre-deux de ah mais c'est du cinéma de genre mais en fait pas vraiment, c'est plutôt par exemple La Nuée. Bon moi j'aime bien La Nuée mais on va pas se mentir, c'est un film qui assume pas vraiment son côté horreur, son côté anticipation, plutôt science-fiction. Et là au contraire, j'ai l'impression que il a vraiment réussi à trouver le juste milieu entre quelque chose de purement ambigu et au contraire quelque chose de beaucoup plus subtil. Et c'est aussi ce qui me touche dans le film, c'est qu'il y a une vraie ambiguïté. C'est, comme tu l'as dit, un film sur l'amour fraternel. C'est un film sur une nana qui n'arrive pas à faire le deuil, à accepter la disparition, pas mort, la disparition vraiment de son frère, et qui essaye de tout sacrifier, tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle est même, pour le retrouver. Et ce qui est terrible, c'est qu'on va la voir petit à petit commencer à la fois à se transformer en un personnage purement machinal, comme on va dire ce qu'elle fait subir, je vais pas trop en dire plus. Et en même temps, moi il y a une scène les plus belles que je trouve être dans le film, et c'est la cassure entre ce premier tiers que je trouve un peu brouillon et le moment où le film devient vraiment intense. C'est un chant contre chant dans une voiture qui doit durer 5 minutes
c'est une discussion, tout ce qu'il pourrait y avoir de plus anodin entre deux personnages qui jouent en plus beaucoup sur les regards, parce qu'il y a à la fois ce que Megan Hartman sait de cet homme, ce que cet homme ne sait pas d'elle, ce que nous on sait de la situation, et je trouve que ce qu'il arrive à délier Jérémy Clapin, c'est magnifique, parce que c'est profondément humain, parce que c'est absolument bouleversant, parce que c'est juste... Non, c'est magnifique, vraiment c'est magnifique, et j'étais vraiment pris aux larmes en fait par cette scène. Que dire après du film, qui pour moi en fait a comme principal problème de se renouveler sans cesse, comme tu l'as dit, dans les genres, dans les tons, de passer du film de la tragédie intime au film social, notamment sur la question des vieux, des personnes qui du coup ont de moins en moins de mobilité, de moins en moins sont de plus en plus dépendants en fait, notamment leur manière dont on les traite dans des hôpitaux. À côté de ça, quelque chose de beaucoup plus science-fiction, avec ces sortes de graines que le personnage va ramasser. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que cela va impliquer, tout ce côté plus fantastique parce que là je pense qu'on peut vraiment parler de fantastique, parce que la science-fiction ça va beaucoup plus être sur des règles, du moins ça c'est mon interprétation, sur des règles physiques, sur des règles scientifiques littéralement, alors que le fantastique ça va beaucoup plus être, je pense, interprétation, ça va beaucoup plus être sur quelque chose de beaucoup plus libre. Et moi, cette voix qui est d'ailleurs interprétée par Dimitri Doré, qui n'est pas du tout une femme, contrairement à ce que le film laisse sous-entendre, parce que moi j'avais vraiment l'impression d'avoir entendu une femme. Et non, c'est un homme, et c'est d'ailleurs un très bon acteur qui avait joué dans, pour le coup, un très bon film de serial killer, enfin plutôt d'un tueur, parce qu'il avait fait qu'un meurtre, qui s'appelle Bruno Redal, Portrait d'un meurtrier. Et non, moi franchement, les idées esthétiques, visuelles me chamboulent. Je trouve le film absolument magnifique, notamment dans son utilisation des buckets. Vous savez, c'est ces petits ronds qui sont un petit peu des sortes de lens flare, mais beaucoup plus poétiques, beaucoup plus instagrammables aussi, on peut le dire, et qui font le décor du film parfois. Cette forêt qui me fait penser à la forêt de Slender, et qui offre des séquences absolument tétanisantes. Sur des passages à la fois très, on va dire, glacial, et d'autres beaucoup plus rudes, notamment un passage qui est vraiment, pas violent, mais qui est sec, qui est vraiment assez dur. Et moi j'aime aussi surtout, et c'est là où Jérémy Clapin me passionne, la musique, le travail du son. Parce que déjà dans J'ai perdu mon corps, il y avait une musique composée par Dan Levy, qui était, moi je trouve, une des plus belles partitions sonores de la décennie. Je déconne pas, vraiment je trouve que c'est une partition absolument incroyable. Et là les deux morceaux que vous avez pu entendre, c'est les deux principaux de ce Dansement sur Terre, mais c'est deux morceaux moi que je trouve absolument iconiques, absolument magnifiques, juste, et qui donnent pareil une puissance évocatrice à cette œuvre, moi que je trouve assez dingue. Je pense que dans deux, trois films, peut-être un, Jérémy Clapin va accoucher d'un chef-d'œuvre, parce que je pense que quand il réussira à plus resserrer son récit, plus resserrer ses enjeux, toutes ses idées, toutes ses envies, quand il réussira à être un peu moins brouillon peut-être, je pense qu'il va accoucher d'un très grand film. Parce que ce qu'il y a dans ces deux films-là, dans ces courts-métrages, et c'est quelque chose que je vois pas forcément tout le temps, c'est de l'imagination. C'est un mec qui a une imagination débordante, qui arrive à lier à la fois un vrai imaginaire pop culturel, notamment avec ses séquences animées qui font vraiment référence, on va dire, au pulp, science-fiction, à des trucs genre Ulysse 31, enfin bref, c'est des trucs dont on a tous, on va dire, la chansonnette visuelle. Avec, en plus, tu parlais d'animation, c'est Xilam qui produisait déjà J'ai perdu mon corps, c'est le studio qui est Oui, derrière. Marc Dupont-Avis. Ouais, c'est le studio qui est derrière Oggy et les cafards, qui est derrière une très bonne série, pareil, avec des enfants en colo là qui cherchent une sorte de créature et tout, mais j'ai oublié son nom, mais elle est trop cool cette série. Et c'est pareil, c'est ce studio là qui s'est occupé des séquences d'animation, et c'est dans un style très 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 différent, en noir et blanc, de ce qu'il peut faire. Et moi je trouve ça absolument magnifique, parce que ça laisse pareil une interprétation, une ambiguïté, une vraie poésie, plus ou moins tragique, plus ou moins morbide, qui est bouleversante, voilà, on va dire les mots. Et je pense qu'il y a un moment où ce mec va sortir un très grand film. Et Pendant son tour terre, c'est pas abouti, loin de là, mais moi je retiens pas les défauts de ce film, je retiens l'expérience que ça fut, je retiens ces putains de séquences qui forment pas forcément un tout, mais qui forment des moments de cinéma iconiques.
et qui font que c'est un des films de genre français les plus prometteurs. Enfin, c'est un des genres français les plus prometteurs de cette décennie. Voilà. De sa génération, hein. De sa génération. Ouais. Vraiment, c'est un mec moi que je veux voir faire encore et encore des films. Ça, c'est... J'ai beaucoup parlé, mais fallait que ça sorte parce que c'est un film que j'attendais beaucoup et je pense que il va pas marcher. Clairement, les premiers chiffres sont assez tristes, mais on va le défendre. Je sais pas si t'as d'autres trucs à dire sur le film. Je vais rechercher là, les deux noms que je cherchais tout à l'heure, mais pour le court métrage de Jérémy Clapin, tapez du coup Schizein, Skhizein. Voilà. C'est un très très beau court métrage aussi qu'il a réalisé, donc n'hésitez pas. Et puis sinon, je sais pas trop quoi dire. En fait, j'ai l'impression d'avoir vraiment trop parlé sur le film, mais c'est. Non, il faut défendre ce film. Ça fait partie vraiment des films dont on manque en France. Et alors, le tapage qu'on avait eu sur Teddy, que moi personnellement je trouvais un peu osef, ça fait vraiment plaisir de voir un film un peu sérieux qui peut partir un peu d'une base un peu pareille, tu vois, de vouloir faire un film un peu science-fiction, horreur, bien campagnard, quelque chose comme ça, et d'avoir un truc qui réellement se donne les moyens d'aller un peu plus loin que juste faire des blagues un peu cons et un peu ennuyantes, tu vois. Bah, je suis d'accord. Et après, moi, j'aimais vraiment beaucoup Teddy parce que je pense que c'est pareil, c'est un film moi, qui est fait pour moi. C'est un film que je trouvais méchant, malvenu et en même temps assez juste dans son humour. J'aime beaucoup le personnage d'Anthony Bajon. Toi, je sais que je n'aime pas Anthony Bajon de toute façon. Enfin, je crois de ce que tu as vu de lui à chaque fois. Si, moi j'aime bien Anthony Bajon, mais le truc c'est que j'aime pas trop les films dans lesquels il est, c'est surtout ça, quoi. Mais enfin, je sais pas, moi vraiment, c'est un. Moi, je t'avoue que vraiment, j'ai perdu mon corps. C'est un film que j'avais peut-être mis un peu du temps à vraiment, vraiment aimer parce que c'est un film qui est très adulte et qui se un petit peu des standards quand même du cinéma d'animation un peu classique, notamment en France. Et c'est un film qui est très adulte, qui mélange les tons, les genres, qui est d'une liberté folle. Et moi j'avais aimé ça, je pense, profondément. Et ce film c'est pareil. Et moi je pense que c'est ce qui me plaît le plus dans le cinéma actuel, c'est qu'on les metteurs en scène vraiment osent se libérer un peu des chaînes vraiment conventionnelles. Et ça donne des chefs-d'œuvre, ça donne parfois des films fragiles comme celui-là. Mais ça donne des grands moments de cinéma. Et moi je me souviendrai vraiment longtemps de ce dernier plan. Parce qu'il est d'une ambiguïté, je pense qu'on peut en parler des heures. Parce que le problème c'est que ça spoilerait une grande partie du film. Mais je trouve vraiment ce plan magnifique parce qu'il réussit à donner le doute sur soit un moment de pur espoir, soit au contraire de nihilisme profond. Je sais pas trop ce que tu en as pensé, mais moi personnellement je trouve que le film, pareil, il marque parce que il va pas te laisser, comme par exemple Love Lies Bleeding, du moins ça c'est mon avis, sur un avis à la fin du générique. C'est un film qui continue de m'infuser après que je continue à réfléchir actuellement. Bon, je l'ai vu là il y a moins de 24 heures, donc évidemment je parle un peu à chaud. Mais c'est vraiment un film que je vais garder, je pense, longtemps près de moi. Que ce soit pour ses idées purement plastiques, ou au contraire ses envies de cinéma, moi que je trouve parfois sidérantes. Et notamment la photo, et ce que le film arrive à faire en termes d'évocation. Notamment avec ces statues de spationautes qui semblent flotter dans le ciel. Tu parlais notamment de toutes ces séquences où le réalisateur il met sa caméra dans le ciel. Et moi, juste ces séquences où tu as quasiment chromé ce statut, à moitié chromé dans un nuage de noir. Derrière, tu as l'impression qu'il est dans l'espace. En bref, c'est magnifique. L'évocation est magnifique. C'est cette voix off qui m'a beaucoup fait penser à celle de La Bête, d'ailleurs, qui apporte à la fois un sentiment un petit peu de sympathie, de tendresse, mais qui en même temps est teinté de quelque chose de beaucoup plus âpre, de beaucoup plus moche, terrible. Et non, le film m'a bouleversé, m'a chamboulé, et je suis triste de le voir à quel point tout le monde n'en a rien à foutre. Enfin bref, j'espère que... Il ne quitte pas malheureusement la case des films un peu maudits, indépendants de genre français, quoi. C'est un peu dommage. Faut dire aussi que Tout ça pour regarder des films comme Sous la Seine. Oui, non, lui on va pas en parler parce que je vais m'énerver. Mais faut dire aussi que par rapport à un Vermine ou un Le Réanimal qui assument frontalement leur genre, encore une fois, pendant son sur Terre, c'est un film qui est qui a été assez dur avant, je pense. Pendant un temps, il était même classé comme drame.
même pas science-fiction, parce que c'est un film qui est assez inclassable en vrai. Et c'est ce que j'aime beaucoup, c'est que du coup c'est un film qui est imprévisible, c'est un film qui ose partir un peu dans tous les sens, mais pour mieux se retrouver à la fin. Et je trouve ça vraiment cool. Vraiment, je recommande fondamentalement ce film, et j'espère qu'il réussira comme à vous toucher. Et je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. La série de Xylam, juste, c'était Flapacha, où es-tu? Voilà, c'est très chouette. Je sais pas si tu connais, c'est très mignon, c'est très joli. Ça ne me dit rien du tout. Et bah, je te montre après. Mais bref, on va s'arrêter là donc. Loveless Bleeding, Les pistolets en plastique, Pendant ce temps sur Terre. Voilà, 3 films de genre, 3 films inclassables, 3 films qui tentent des choses en termes de cinéma, qu'on a aimé ou pas, mais qu'on vous recommande quand même, parce que c'est du cinéma après tout. Et vraiment, on va s'arrêter là-dessus. Vous voyez des films. Les intros, les outros sont toujours aussi catastrophiques, mais c'est pas grave. J'espère que cette nouvelle formule va vous plaire. Je sais pas trop comment ça va évoluer. Cependant, je vous donne rendez-vous lundi soir, puisque après l'émission de la clé des ondes, le film était presque parfait dimanche soir à 21h, où je parlerai notamment du festival d'Annecy. Et ben, je vais revenir beaucoup plus en détail avec vous et de manière assez chill sur ce festival, sur ce que j'ai pu découvrir, sur ce que j'ai pu vivre en tant qu'événement, et tout simplement pour discuter. Ce sera peut-être du vocal un peu libre, je pense. Voilà. Bref, je vous laisse. À très bientôt sur la perche sanguine. Je suis très heureux de reprendre l'antenne avec Kurko Ketchup et peut-être d'autres, qui sait. Et continuer de voir des films. À bientôt. À bientôt.